Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live où nous allons parler de l'éducation aux jeux vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous installez confortablement pour ce nouveau live donc qui va aborder la thématique des jeux vidéo. Alors, petit rappel par rapport à nos lives, vous savez que les lives se veulent très interactifs. Il y a 15 jours, il y a eu énormément d'échanges sur le chat, de questions qui ont été posées, donc n'hésitez surtout pas à intervenir, à poser des questions. Je tenterai avec mon invité, en tout cas, de répondre à un maximum de vos questions, de vos demandes. Et donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat tout au long de l'interview. Si jamais vous manquez une partie de notre live, n'hésitez pas aussi à regarder le replay, puisque vous savez que ces lives restent disponibles soit sur la page Facebook du festival Out of the Books, soit sur notre chaîne YouTube, donc qui reste accessible. Vous y retrouverez d'ailleurs toutes nos vidéos. Alors, je vous ai dit, ce soir, on va parler des jeux vidéo et de la manière d'exploiter, de faire le lien entre les jeux vidéo et les pratiques pédagogiques en classe. Pour aborder cette thématique, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Gaël Gilson, que je vais rapidement vous présenter. Alors Gaël, il a été professeur de français, mais après, il a entrepris un master en sciences de l'éducation avec des travaux justement faisant le lien entre les jeux vidéo et les apprentissages. Il est aujourd'hui professeur de game design à la Haute École Albert Jacquard. Il est aussi game designer dans un studio de jeux et professeur de sémiotique à l'UCL. Et donc, on a le grand plaisir de le recevoir ce soir pour nous parler de l'éducation aux jeux vidéo. Bonjour Bonsoir tout le monde. Gaël, Bonsoir Sophie. Et merci de me tu vas bien? recevoir. Ouais, ça va super et Merci toi? à toi d'avoir accepté notre invitation. On avait déjà eu le plaisir de se rencontrer lors de je pense que c'était la troisième édition ou la deuxième édition, maintenant je sais plus, du festival où tu étais venu justement animer un atelier sur Mhm. l'utilisation des jeux vidéo. Et donc voilà, moi je suis ravie de te recevoir à nouveau pour aborder cette question, grosse question parce que le jeu vidéo il peut être perçu comme juste une simple distraction, ou même quelque chose, parfois comme quelque chose de négatif pour les enfants, passant trop de temps à jouer aux jeux vidéo. Moi, j'entends souvent les ados qui sont accros aux jeux vidéo et finalement, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de faire le lien évidemment avec les apprentissages, de savoir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de compétences qui sont travaillées dans Mhm. ces jeux vidéo. On va essayer en tout cas de mettre en évidence tout cela et parler de cette éducation aux jeux vidéo, se posant la question, est-ce qu'on doit éduquer nos jeunes finalement aux jeux vidéo? Euh, je t'écoute. Sacrée question. De toute façon, déjà, de manière générale, comme pour tout média, dès qu'il y a prescription, dès qu'on dit il faut éduquer aux jeux vidéo, il faut intégrer tel ou tel outil, ça génère toujours à la fois une levée de bouclier et tout un enthousiasme qui va avec. Donc c'est très compliqué quand on veut intégrer un média, même un médium, dans les pratiques pédagogiques. Maintenant, tu parlais justement des craintes qui se cristallisent autour du jeu vidéo. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, quand on interroge les liens entre jeu vidéo et apprentissage, les tout premiers discours qui se sont construits autour, c'était oh bah tiens, le jeu vidéo va révolutionner l'éducation. Et puis il y avait à côté ceux qui disaient mais enfin, si on met des jeux en classe, ça va être la mort du livre, la mort du savoir sacré. Mhm. Et heureusement, ici, ça fait quand même maintenant une bonne vingtaine d'années que ce qu'on appelle les game studies, les recherches en jeux vidéo, ont vraiment développé un scope d'outils, de méthodes et de connaissances sur le jeu, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne doit plus trop justifier, tiens, quel est l'intérêt d'étudier le jeu ou de l'intégrer en classe. C'est plutôt effectivement de réfléchir, bah, tiens, comment on peut outiller nos jeunes à mieux comprendre, à mieux saisir ce médium qu'ils consomment au quotidien, mais parfois sans le connaître vraiment. Donc c'est plus dans cette perspective-là, évidemment, que Mhm. on interroge l'éducation en jeu vidéo plutôt que de se dire tiens il faut le faire ou pas. C'est tiens qu'est-ce que l'école a à offrir, qu'est-ce que les profs ont à offrir pour permettre aux jeunes en fait d'approcher autrement ce médium. Mhm. Et les objectifs d'une éducation aux jeux vidéo, toi, tu les définirais comment? Bah déjà, juste pour préciser, l'éducation en jeu vidéo, c'est vraiment un paradigme à part entière et il faut le distinguer de ce qu'on appelle l'éducation par les jeux vidéo. Dès qu'on parle d'éducation et de jeux vidéo, on se dit, bah, tiens, on va utiliser le jeu vidéo pour enseigner nos matières à l'école. Tiens, on va utiliser Assassin's Creed
pour introduire une époque historique. Tiens, on va utiliser, par exemple, Angry Birds pour travailler les mathématiques. Il y a toujours cette tendance à vouloir instrumentaliser le jeu vidéo, à en faire un outil pour atteindre Mmh. les compétences qui font partie de notre programme. L'éducation aux jeux vidéo, c'est un petit peu penser les choses à l'envers, c'est de se dire, bah tiens, à l'école, on apprend bien aux jeunes à lire, on leur apprend à décoder des images, on les emmène visiter des musées. Et l'idée en fait de l'éducation aux jeux vidéo, c'est de se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut pas enseigner le jeu vidéo pour ce qu'il est, à savoir le jeu vidéo, un objet culturel à part entière. Et donc, du coup, c'est pas l'idée d'instrumentaliser le jeu vidéo, c'est plutôt de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut instrumentaliser les connaissances qu'on enseigne à l'école pour en faire des clés de lecture pour le jeu vidéo. Et ça nous mène aux objectifs de l'éducation au jeu vidéo, qui sont très simples. C'est mieux connaître le jeu vidéo, développer une connaissance du jeu vidéo en tant Mmh. que médium, qu'artefact culturel. C'est aussi être capable de traiter toutes les représentations, tous les discours, toutes les connaissances qui circulent à travers les jeux vidéo. C'est aussi, et ça c'est quelque chose que je suis occupé à faire dans mes nouvelles fonctions, c'est être capable aussi de former les futurs développeurs à créer des jeux vidéo avec une meilleure connaissance de ce médium. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la littératie du jeu vidéo, c'est toutes les compétences qu'on peut développer chez les jeunes pour vraiment approcher le jeu en tant qu'objet culturel. OK. Oui, donc c'est un changement, enfin, c'est pas dans l'idée que j'utilise le jeu vidéo au service de ma pratique, c'est plutôt, je vais faire découvrir le l'outil. Tu vas nous expliquer comment on fait ça alors? Parce que Ouais, c'est ça. OK, ça va Mhm. alors. Ça veut dire que cette éducation et cet objectif-là, ça se passe en classe, quoi? C'est l'enseignant qui va accompagner ses élèves dans la découverte de cet outil-là? Ouais. Alors, ça se passe pas qu'en classe, ça se passe tous les jours. Si tu lis un article dans une revue spécialisée sur un jeu, si tu regardes une vidéo, par exemple, d'un développeur de jeux vidéo, tu vas forcément rentrer dans la connaissance du jeu vidéo. Quand un jeune lit, par exemple, une revue où un développeur procède à une interview, raconte un petit peu comment il a créé le jeu ou comment tel jeu véhicule telle représentation du monde, c'est déjà se documenter sur le jeu. Et ça, c'est super cool parce qu'une des craintes que les profs que je rencontre ont généralement quand il s'agit d'intégrer les jeux vidéo en classe, c'est de se dire mais moi je joue pas ou je connais pas la culture du jeu vidéo, je me sens Mmh. pas légitime. Et en fait, je leur dis mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Au contraire, vous avez des connaissances, vous avez par rapport à vos spécialités plein de clés de lecture et c'est ça que vous devez activer dans le rapport aux jeux vidéo. Euh, c'est euh, c'est en fait se dire tiens, qu'est-ce que moi, en quoi est-ce que mes connaissances, ma connaissance des médias, ma connaissance du monde peut donner comme clé aux jeunes pour approcher ces jeux-là. Et j'ai plein d'exemples que je peux partager. Hein. Mais si je commence, je m'emballe pendant 1 heure et demie. Mais oui, c'est important ce que tu dis. Donc, ça veut dire que on ne doit pas forcément être expert en jeux vidéo pour pouvoir en parler dans sa classe et pour pouvoir les exploiter ou les utiliser ou pouvoir les faire découvrir aux jeunes, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, le jeu vidéo fait partie d'une écologie médiatique beaucoup plus large. Hein. Le jeu vidéo, c'est aussi construit en empruntant ses langages au cinéma, aux livres, aux univers fictionnels. Il est influencé aussi par des phénomènes sociologiques, des phénomènes anthropologiques, par le politique. Et en même temps, il infléchit tout ça aussi. Donc, c'est loin d'être un médium qui est isolé et fermé sur lui-même. Mhm. OK. Vous avez déjà des expériences d'implantation de cette éducation aux jeux vidéo dans des écoles? Mhm. Du coup, moi, j'ai fait une thèse que j'ai défendue en 2021. Ça commence à remonter. Donc, j'étais prof de français. J'ai enseigné le français pendant 11 ans. Et Mhm. chemin faisant, j'ai fait une recherche, comme tu l'as dit, sur l'éducation aux jeux vidéo. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut justement implanter une éducation aux jeux vidéo dans nos classes. Et donc l'idée, ça a été de monter aussi une formation pour les enseignants, mais aussi des outils presque clés en main pour se lancer. Et donc pendant 4 ans, j'ai travaillé sur la manière en fait de faire ça concrètement en Mhm. classe. OK. Et tu sais déjà nous donner quel- quelques pistes? Enfin, comment ça, je prends un professeur, voilà, qui nous écoute, qui se dit, tiens, moi, ça m'intéresse. C'est quoi les premiers pas quand tu veux implanter ça dans ton école ou dans ta classe? La première chose, c'est on reste à l'école, évidemment. Et
il y a une première mise en garde à faire, c'est que forcément, quand on intègre le jeu en classe, on peut le dénaturaliser, en fait, on peut le transformer. Une fois que le jeu intègre nos classes de cours, c'est plus vraiment du jeu vidéo. Et donc la première chose à se dire, c'est attention, je ne dois pas casser le jeu vidéo, je ne dois pas le transformer. Si par exemple on prend un jeu comme Assassin's Creed et qu'on dit tiens, je vais utiliser ce jeu-là pour vérifier si le jeu est conforme ou pas à la réalité, en fait on transforme le jeu parce que jamais Assassin's Creed ne s'est vendu comme étant une représentation fidèle de l'histoire. Il utilise l'histoire comme une pâte à modeler pour créer du contenu. Et donc, ce qui va être intéressant dans un jeu comme Assassin's Creed, c'est de se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un écart entre le fait historique, par exemple, et la mise en forme dans le jeu? Donc, c'est plutôt dans la médiation. Et donc, l'idée, c'est pour commencer, se dire, OK, j'intègre le jeu en classe, mais je ne détruis pas le jeu. C'est vraiment le jeu que je veux interroger. Du coup, ce jeu-là, si je le choisis, qu'est-ce que je veux interroger dans le jeu? Est-ce que c'est le récit? Tiens, ce jeu, il a une histoire qui est complexe à appréhender, ou son récit, justement, est engagé, c'est une sorte de fable qui dit quelque chose à propos du monde. Ou tiens, les personnages de ce jeu vidéo cristallisent certaines représentations du monde, certains rôles dans la société. Ou tiens, ce jeu est un regard sur l'histoire, c'est un point de vue sur l'histoire. Et comment moi, en tant qu'enseignant, je peux donner les clés de lecture aux élèves pour les amener non pas à reproduire mon interprétation du jeu, parce qu'il ne faut pas que les élèves ne répliquent bêtement que ce que moi je pense du jeu, mais comment je mets des clés de lecture entre leurs mains pour qu'eux-mêmes puissent construire des discours critiques, nuancés, réflexifs sur le jeu vidéo. C'est vraiment, éduquer au jeu vidéo, c'est vraiment apprendre aux jeunes à discourir à propos du jeu. Donc c'est pour ça que tous les profs sont légitimes dans l'exercice, parce que toutes les connaissances, toutes les méthodologies, toutes les ressources qu'on peut leur apporter sont des combustibles pour les amener à construire ces discours. Quand tu étais venu au festival, tu avais joué d'ailleurs, après je t'avoue que j'ai rejoué moi, parce que j'avais trouvé ça vraiment sympa, à Keep Talking and Nobody Explodes. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'en fait, donc l'élève joue en classe, mais travaille en fait des compétences transversales au travers d'un jeu ici qui était un jeu de communication, développer une communication, apprendre à exprimer correctement ses idées. C'est le même principe avec un jeu comme celui-là, parce que là, j'avais l'impression que c'était un jeu conçu pour justement développer des compétences peut-être plus, je sais pas si je peux dire scolaires ou. C'est pas donc Keep Talking and Nobody Explodes, c'est un jeu effectivement où c'est un jeu coopératif. Donc il y en a un, on est deux à jouer généralement, même s'il y a moyen justement, si on veut l'implémenter en classe, de changer un petit peu les Oui, modalités. de jouer avec le groupe. Ouais. Ouais. Mais en gros, on est deux joueurs. Il y a un démineur qui va se retrouver devant la télévision ou devant l'écran avec une bombe face à ses yeux qu'il va devoir déminer. Et de tourner à l'écran, il y a notre compatriote qui est un expert et qui a un manuel de déminage. Et donc, moi, je vais devoir dire ce que je vois à l'écran, puisque ma partenaire ne voit pas ce qu'il y a à l'écran. Et l'autre va devoir, du coup, fouiller le manuel pour me donner les consignes, les instructions pour déminer la bombe. Alors, ce n'est pas du tout un jeu qui a été conçu dans une intention pédagogique. Ce n'est pas un jeu qui cherche à t'apprendre à communiquer. C'est un jeu qui est basé sur la communication. C'est-à-dire que le jeu exploite habilement la manière dont les joueurs, pour réussir, sont obligés de négocier de l'information, de la partager. Parce que parfois, j'ai un symbole bizarre à l'écran, mais il faut que je sois capable de le décrire pour que l'autre le retrouve dans le manuel. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu, il n'est pas conçu pour faire apprendre la communication, mais il requiert chez les joueurs des capacités à communiquer. Et donc, typiquement, en classe, plutôt que de dire « Oh, on veut jouer à un jeu communication », on va mettre le jeu entre les mains des élèves sans trop en parler, sans trop en dire, sans trop leur expliquer comment on joue, parce que sinon, on les oriente déjà. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je l'utilise en classe, il faut toujours, quand on utilise un jeu en classe, que tous les élèves soient actifs. Ça, c'est important. C'est vraiment une expérience qui est partagée. Et donc, on joue en classe au jeu. Et en fait, l'idée, c'est avec un débrief après chaque partie, c'est de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on a raté? Pourquoi est-ce qu'on a réussi? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour améliorer notre scope? Quelles sont les stratégies qui ont bien fonctionné?
Et ça, c'est ce qu'on appelle le méta-jeu. C'est toutes les stratégies que les joueurs se construisent en jouant. Et ça, c'est une pratique de jeu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans cette pratique de jeu, c'est de déconstruire toutes les techniques de communication qui se jouent là. Et l'air de rien, la capacité à communiquer, c'est quelque chose de très abstrait et très difficile à appréhender pour des gamins et des gamines de 13-14 ans. Mais le fait de vivre ça de manière expérientielle par le jeu, à travers le jeu, dans le jeu, ça leur permet vraiment d'appliquer de l'expérience à des concepts comme la négociation, la stratégie de communication, la reformulation, le fait que quand quelqu'un ne comprend pas, on Poser sait les aussi. bonnes questions. Voilà, c'est ça. Je trouvais que c'était vraiment marquant parce qu'il y avait aussi la lecture aussi qui était touchée, parce qu'il devait lire, s'appliquer à lire correctement les instructions qui étaient données dans le manuel. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment, comme tu dis, tous les élèves étaient en tâche, mais finalement, chacun exploitait des compétences différentes en fonction de la position qu'ils avaient. Ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'était ce moment de régulation, comme tu dis, ce moment après le jeu, où on met en évidence qu'on a pu observer, en fait, quels ont été les freins à la résolution du problème, les atouts et puis de pouvoir directement avoir un feedback immédiat et puis de pouvoir ajuster en se disant, ben, en fait, on rejoue une partie, mais là, je modifie un peu ma stratégie. Et donc, je trouvais que c'était finalement très, comme tu dis, très métacognitif aussi d'une certaine façon, parce que l'élève prend conscience de ce qu'il a mis en place, de ce qui n'a bien fonctionné, moins bien fonctionné, mais tout ça dans une ambiance très ludique, parce que personnellement, moi, j'en garde un bon souvenir. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde s'était pris Oui. au jeu. C'est-à-dire finalement, dès qu'on rentre dans le jeu, voilà, on prend du plaisir et voilà. Alors, je vois Julie qui met des idées de jeu précisément. Tu as l'un ou l'autre exemple concret qu'on pourrait prendre le temps de présenter peut-être de manière plus détaillée. J'ai Oui, mis un Keep Talking and Nobody Explodes. Je sais pas si je l'ai écrit correctement, mais je me dis comme ça au moins ils ont déjà cette référence-là. oui. Ce jeu, on peut le trouver facilement. Oh oui, 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 il est sur toutes les plateformes de jeux. On peut le trouver facilement sur les consoles. Il coûte vraiment, vraiment pas cher en plus, donc on peut l'acquérir très, très facilement. Et il n'est pas du tout gourmand en ressources. Ok. Pour donner un autre exemple dans la même veine, avant peut-être de présenter un outil pédagogique, c'est le jeu Towerfall Ascension qui est un de mes jeux préférés. Et ça, c'est aussi une Est-ce que tu tendance. saurais l'écrire dans le chat, Gaël? euh, Je t'embête un peu, mais c'est parce que non, non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça pourrait être chouette de montrer un petit trailer aussi. Je ne sais pas si. oui, oui, Ou alors. il y a moyen, hein, sans souci. Voilà. Ou alors, vous êtes curieux et curieuse et vous allez jeter un petit coup d'œil pendant que je vous présente le jeu sur YouTube. Vous mettez le trailer. Et ça, c'est un truc aussi qui est très rigolo, c'est que bon, moi, je fais partie maintenant des vieux joueurs qui ont grandi avec le médium. Et donc, forcément, on amène notre culture en classe. Et on a cette tendance aussi à. Parce que vous parlerez aussi peut-être après d'un échec pédagogique, parce que pour pas montrer que les bons côtés, on peut aussi parler un petit peu des beaux plantages que j'ai vécu. On a tendance aussi à vouloir, en tant que prof joueur, amener sa culture des jeux en classe. Et Towerfall, c'est typiquement un de mes jeux préférés, c'est un jeu de baston. Si vous regardez la vidéo, c'est un jeu dans lequel des joueurs doivent s'affronter dans une arène, c'est un jeu en 2D. C'est hyper facile et rapide à prendre en main. Donc en gros, on doit tirer des flèches sur les adversaires, récolter les flèches qu'on a balancées dans le mur. On peut sauter aussi, comme avec Mario, sur les adversaires. Et le but, voilà, c'est vraiment de gagner des points pour être victorieux. Donc c'est vraiment un bon jeu de baston. C'est par la créatrice de Céleste, s'il y a ceux qui connaissent, voilà, s'il y a des joueurs et des joueuses dans le chat. Et donc c'est un jeu de combat et moi j'ai utilisé dans mes cours de français. Et j'avais été inspiré par un gamin qui adorait regarder le catch sur AB3 à l'époque. Et donc, en gros, moi, j'étais en train de travailler le registre épique avec les élèves. Donc, on travaillait un petit peu en deuxième secondaire sur les épopées. Et l'idée, c'était de se dire, bah, tiens, on va utiliser ce jeu-là pour commenter, en fait, un match à la manière d'un commentateur sportif. Et donc, en Ok. gros, on avait 3 à 4 élèves en fonction de la taille du groupe, qui jouaient au jeu, donc qui se disputaient un combat en live. Et pendant le jeu, on avait 2 ou 3 étudiants qui devaient jouer les commentateurs sportifs. Et en amont,
on avait travaillé les hyperboles, les adverbes de manière, le champ lexical et des armes. Et donc, les commentateurs sportifs devaient utiliser ces ressources langagières-là pour construire des commentaires un peu plus élaborés. Et le public, Mhm. lui, avait une grille, donc les autres élèves, avaient une grille où ils devaient repérer des figures de style, des adverbes de manière utilisés par les commentateurs. Et moi, je prenais note aussi, par exemple, des répétitions. Par exemple, si un élève dit j'ai assassiné sauvagement nanana, et qu'il disait ça 3 fois, comme les parties sont très courtes, il faut 1 à 2 minutes par partie, en fait, il y a des tournantes qui se font. Les élèves joueurs deviennent des commentateurs, les commentateurs rejoignent le public et des gens du public deviennent joueurs. Et moi, je reçois près de moi les commentateurs et je dis mais regarde ici, tu as utilisé 3 fois tel adverbe. Dans le dictionnaire, on cherche des synonymes. Cette formulation-là, elle n'est pas top. Ou voilà, ici, tu n'as pas trop utilisé ces outils-là. Et comme les parties sont très courtes, les élèves ont généralement le temps de faire un deuxième, voire un troisième tour et il faut essayer d'améliorer la Donc performance. tout le monde a un rôle à jouer différent, mais tout le C'est monde, ça. tout Ouais. le monde est actif, quoi. Voilà. Et c'est jamais évalué. Ça, c'est hyper important. C'est jamais évalué. Ça fait vraiment partie de la séquence de cours. Mais là, typiquement, c'est un exemple où le jeu, il est utilisé dans un contexte qui n'est pas du tout naturel. C'est-à-dire que le jeu devient un contexte de communication dans lequel on cadre une activité pédagogique. C'est pas de l'éducation au jeu vidéo, ça, c'est vraiment de Mhm. l'instrumentalisation du jeu. Mais ça marche bien et c'est pour montrer en fait que tout ça, c'est du bricolage pédagogique. Et en fait, ça tient à pas grand-chose, c'est une idée, c'est 2-3 feuilles de papier, un jeu dans la classe. Donc, c'est pas très gourmand Mhm. en ressources et en temps de Ouais. préparation. Ça aussi, c'est pour rassurer aussi les gens qui voudraient se lancer. Donc ça, c'est un premier Mhm. exemple, et je peux peut-être en donner un autre dans la foulée, Mhm. si tu as des questions ou quelqu'un veut. Non, mais vas-y, note peut-être dans le chat, puisque la question de lui, c'était des idées de jeux, donc on va essayer d'en donner un maximum, parce que je pense que c'est Donc, chouette il y de a voir toi ici pour la 2 semaine jeux prochaine. donc utilisés. Mhm. Alors, ça dépend les disciplines, évidemment, puisque le choix du jeu, il est aussi orienté par ce qu'on a envie de travailler ou ce qu'on travaille en classe comme compétences. Mhm. Par exemple, si vous êtes prof de maths, j'ai monté une expérience avec Mario Kart. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur ce qu'on appelle en game design le rubber banding. Si vous avez joué à Mario Kart, vous avez sûrement été frustré parce que quand vous êtes dans les premiers, vous avez toujours des moins bons objets que ceux qui sont derrière vous. Et en plus de ça, vous avez une petite décélération de votre véhicule et ceux qui sont derrière une petite accélération. Et Nintendo utilise ces méthodes-là vraiment pour assurer l'accessibilité du jeu, donner à tous les joueurs et toutes les joueuses une chance de gagner. Par contre, c'est très rigolo parce que tout ça, c'est régi par des mathématiques, de la physique, et quand on maîtrise bien les formules, en fait, on sait presque anéantir ce phénomène-là, on sait le contrôler. C'est pareil pour Angry Birds, hein, si on pourrait diffuser le jeu, par exemple, sur un TBI, et s'amuser avec le rapporteur de l'écran à trouver le meilleur angle possible pour faire du super scoring. Donc on peut aussi, voilà, pour travailler les mathématiques, par exemple, utiliser ça. Si vous êtes prof, par exemple, dans des cours de citoyenneté, vous pouvez par exemple jouer Mhm. à Papers, Please, qui est vraiment, vraiment pas mal. C'est un jeu où Alors vous dis-moi, c'est incarnez Pepper, Papers, Please. please, comme Oui, papier, s'il vous plaît. Oui. ok. Vous incarnez un gardien de frontière. Vous avez des candidats qui se présentent à vous et qui veulent traverser la frontière, et vous devez, sur base des consignes de l'État autoritaire pour lequel vous travaillez, décider ou pas d'accorder le droit de passage aux candidats. Et ce qui est très cool dans ce jeu, c'est que vous avez le droit de désobéir aux règles du jeu. Donc si le jeu vous impose que tel profil ne peut pas rentrer, si votre éthique à vous surpasse ou vous incite à désobéir, vous pouvez le faire. Mais tous vos choix, évidemment, ont des conséquences sur le fil du jeu, puisque vous devez aussi assurer la survie de votre famille en travaillant bien pour compter de l'argent, pour les nourrir, les chauffer, les guérir s'ils sont malades, etc. Et Si- dans un jeu ouais, comme celui-là, de nouveau, tu t'assures que chaque élève a un rôle à jouer. Donc ça veut dire que il y en a un qui joue, ils sont plusieurs à jouer, d'autres qui ont d'autres missions aux alentours. Et c'est ça. Ouais. Et ok. aussi, l'idée, c'est quand on joue, on ne doit pas toujours évidemment faire le jeu dans son intégralité. Parfois, jouer à un chapitre ou l'autre, c'est largement suffisant.
Ce qui est intéressant aussi, c'est tiens, on peut faire par exemple le prologue ensemble, un peu comme si on regardait un film. Il y a un élève qui joue, on passe la manette, puis on arrête le jeu, on demande aux étudiants qu'est-ce que vous avez compris du jeu, qu'est-ce que ça raconte. On compulse comme ça et on condense toutes les hypothèses des élèves. Et puis nous, on vient comme ça distiller quelques clés de lecture pour changer un petit peu le regard sur le jeu. C'est un petit peu comme ça aussi que je conçois moi l'éducation aux jeux vidéo, c'est laisser d'abord une zone libre pour que les élèves apportent leur propre compréhension du jeu, leur propre clé de compréhension, et puis venir un petit peu leur donner des outils, des clés pour orienter leur façon de voir le jeu. Ok. Je pense que c'est ce qui parle le plus. Je vois que Julie est toute contente. Elle dit ça permet d'aller jeter un petit coup d'œil sur le net. Euh, il y a d'autres jeux, parce que tu parlais des maths, donc à travers le jeu, la citoyenneté, tu as mentionné le cours de français, Keep Talking, Nobody Explodes, on est plus dans de la communication, qui pourrait presque être même les règles de classe en début d'année, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on échange, quels sont les freins à la communication, donc ça peut être très, très général. D'autres expérimentations? Alors, on a aussi travaillé sur une séquence en histoire-géographie autour d'Assassin's Creed, et plutôt que d'utiliser justement le jeu pour comment dire, introduire une période historique, on a utilisé le jeu en disant, mais tiens, entre la manière dont les faits historiques se sont passés ou en fonction de la réalité, et comment c'est représenté dans le jeu, quels sont les écarts et pourquoi il y a ces écarts. Par exemple, si on travaille sur... j'ai oublié le nom de l'épisode d'Assassin's Creed qui met en scène le monde arabe. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont les voix arabes sont intégrées dans le jeu, c'est un arabe très hollywoodisé, très américanisé, dont la sonorité est complètement différente de l'arabe authentique. Donc, ce qui est intéressant à questionner ici, c'est tiens, le fait d'avoir comme ça cette transformation du son, qu'est-ce que ça implique comme représentation culturelle chez nous? Comment est-ce que nous, on perçoit à travers ces choix finalement créatifs de l'équipe créative du jeu, tiens, comment est-ce que ça infléchit notre façon de voir le monde arabe? Donc, c'est vraiment aussi un jeu... Et le titre, c'est Assassin's Creed. Il faudrait que je... Creed. Assassin's Creed, oui. Je C'est pense que C-R... Non, S-C... S-C-E-E-D. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Je pense que c'est... Il y a... Ouais, c'est Mirage, je pense. Ouais. Je pense que c'est l'épisode Mirage. Parce qu'il y en a eu tellement. Alors, il y a Sandrine qui demande si tu en as un pour la biologie. Ah, alors, en biologie, il y a le jeu... alors, c'est Homo Machina. C'est un jeu qui a été, si je pense bien, coédité par Arte. Et en gros, on incarne un chef d'entreprise qui vit en haut qui travaille en haut de sa tour et qui a un rencard. Et donc, il doit redescendre tout son immeuble pour aller à son rendez-vous amoureux. Et ce qui est intéressant, c'est que tout son immeuble, en fait, a la forme d'un corps humain. Et on va devoir résoudre des petites énigmes et des puzzles pour sortir de chez nous. Et tous ces puzzles-là sont construits à partir de la manière dont fonctionne le système, le corps humain. En fait, il prend vraiment le corps humain comme terrain de jeu en faisant. Et alors, c'est adapté d'un artiste qui a travaillé sur ça. J'ai plus le nom, mais je pourrais envoyer. J'ai des ressources qui reprennent tout ça. Donc, et c'est Homo Machina. Oui, je pense que c'est... J'essaie de partager au maximum sur le live. Après, tu me diras si j'ai bien écrit, mais ok, c'est assez excellent. C'est fou ça, tout ce qui a été imaginé. Il y a Julie qui dit, moi, j'aime bien cette approche-là parce que j'aime intéresser les élèves, mais je me pose toujours la question de jusqu'où, sachant que de nombreux jeunes sont déjà collés aux écrans. Mais alors ça, c'est aussi au tout début où j'ai commencé à travailler avec les jeux vidéo, j'essayais d'intégrer le jeu en fait pour motiver les élèves en me disant tiens, le jeu vidéo va avoir ce pouvoir en fait de remotiver les élèves à apprendre, et moi je vais être du coup un super magicien avec mes jeux vidéo, que nenni évidemment, parce que c'est pas parce qu'on utilise le jeu en classe que
ça va fonctionner, parce que c'est pas le jeu qui compte, mais c'est la pratique pensée par le prof. Et pour l'anecdote, ça c'est assez rigolo aussi. J'utilise, moi, quand j'étais donc en classe, j'utilisais 6 à 7 fois sur une année un jeu vidéo. Et une fois, j'ai fait une dictée en classe, et en fait, les élèves étaient super fans de l'exercice de la dictée, parce que ça changeait de d'habitude. Et ce que les élèves adorent, c'est quand on vient un petit peu bousculer comme ça les habitudes. Mhm. Et donc, jusqu'où on peut aller, il n'y a pas vraiment. En fait, il ne faut pas se fixer de limites. La question, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter à la lecture du jeu et comment mes connaissances Mhm. peuvent faire sens. Par exemple, ici, dans le jeu Flower, donc c'est un jeu qu'on a utilisé en classe de français, c'est un jeu où on incarne Flower comme fleur, où on incarne en fait une rafale de vent, et alors on utilise la manette comme ça, de manière gyroscopique, pour diriger notre rafale. Et il faut porter des pétales à travers des espaces qui sont de plus en plus ravagés par l'urbanisation. Et donc on a comme ça une sorte de fable, non pas moralisatrice qui dit la nature c'est bien, la ville c'est mal, mais plutôt qui nous dit que les deux peuvent coexister. Et en fait, c'est un jeu assez contemplatif, mais le fait d'avoir travaillé en amont avec les élèves la fable, ça a amené les Mhm. étudiants à se questionner, mais tiens, peut-être que ce que le jeu me montre là cache un message ou cherche à construire un discours. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est comment on arrive à susciter cette curiosité qui amène les jeunes à porter un regard Mhm. différent sur le jeu. Parce que c'est typiquement le genre de jeu où les élèves me disent, mais c'est quoi ce jeu, monsieur? Qu'est-ce que vous nous faites là? Et puis en fait, quand on l'utilise, quand on finit en fait par construire avec eux et pas pour eux un discours, en fait, ils apprécient parce que ça devient vraiment une expérience partagée. Ce moment magique, c'est Mhm. quand leur regard change sur le jeu. Et ça, c'est le pouvoir de l'éducation en jeu vidéo. C'est ce que peut pas faire l'éducation par le jeu. En fait. Et j'entends quand même que c'est fort aussi le développement, enfin pour moi dans ce que tu dis, j'entends fort le développement de l'esprit critique aussi, leur amener à Mhm. porter un regard différent, à avoir une opinion construite au départ de ce que tu as présenté et pas l'idée toute faite qu'on peut s'en faire initialement. Donc c'est quand même fort une approche réflexive aussi dans cette C'est ça. éducation où je me trompe. Ouais, c'est vraiment une approche qui ne se veut pas technocentrée. C'est-à-dire que Mhm. le jeu vidéo, quand on regarde un petit peu les discours que les jeunes ont sur le jeu vidéo, mais qu'on trouve aussi dans la presse populaire sur le jeu, c'est généralement on dit les graphismes sont beaux, le gameplay est innovant, la durée de vie est sympa, ou technologiquement c'est cool. En fait, il y a très peu de discours qui vont interroger la profondeur du récit, par exemple, la dimension artistique, culturelle, l'expérience esthétique que Mhm. provoque le jeu. Parce que ça demande évidemment plus de clés de lecture, et ça demande une connaissance du médium, mais ça demande aussi une culture qu'on peut appliquer pour faire parler le jeu. Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une approche critique, mais j'aime beaucoup ce que tu dis dans l'approche réflexive. C'est vraiment ça. Mhm. C'est comment on peut en fait questionner ce qu'on joue, et à la fois Mhm. questionner aussi l'expérience qu'on a du jeu. Parce que même si on Ouais. est 25 sur le même jeu, on va chacun et chacune avoir une expérience différente en fonction de notre humeur, de nos connaissances, de notre naïveté aussi, parfois, le fait de savoir jouer ou pas. Parce que c'est hyper important aussi. C'est au début, on utilise, comme les jeux de société ou comme tout outil. Quand j'ai utilisé le jeu en classe, j'avais pas pensé que des élèves jouaient pas forcément aux jeux vidéo, que certains ne maîtrisaient Mhm. pas les périphériques de jeu. Et donc j'étais confronté, par exemple, à des élèves qui savent pas s'orienter en 3D dans le jeu, qui étaient perdus. Et ça, c'est un frein du coup pour l'apprentissage. Donc là où je pensais Mhm. apporter une plus-value, ben, en fait, j'entrave les apprentissages parce que mon jeu fait obstacle, parce que les élèves savent pas manipuler les périphériques. Mais du coup, c'est aussi super cool parce que ça permet aux jeunes qui sont pas familiarisés avec le médium de Mhm. pouvoir aussi finalement être en contact avec la Découvrir. grammaire aussi Mhm. corporelle du jeu. Mhm. Alors, tu disais, il faut pas être expert en jeux vidéo pour pouvoir utiliser les jeux vidéo dans sa classe, mais c'est quand même intéressant d'avoir des ressources et je pense que tu as une chouette ressource peut-être à nous partager et à faire découvrir à ceux qui nous suivent. Je vois que Julie, elle est ravie en tout cas, elle a dit que ça avait l'air top. Je crois qu'elle a déjà été un peu voir. Est-ce que je peux partager l'écran? Oui, avec grand Euh, plaisir. oui, Euh, voilà. Je sais pas si tu sais le mettre en peut-être en plus grand. Je sais pas si c'est hop, nécessaire. essayer.
Voilà. Voilà. Donc, c'est, je peux peut-être mettre le lien ici, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, il faut que tu ailles pas dans le chat privé parce que ça, c'est que avec moi ou sinon je le copie. Sinon, c'est dans l'onglet commentaires et là, tu peux utiliser le chat général. Top. Par contre, j'ai pas de boîte pour écrire. Ah, ou sinon, tu me le mets en chat privé, je vais le copier alors. Ok, ouais, hop. Donc, comme utilisé, j'ai fait, donc, tout en continuant à enseigner le français et le français langue étrangère, j'ai mené cette thèse sur l'éducation en jeu vidéo, ça va dire comment est-ce qu'on peut enseigner le jeu vidéo. Et en tant que prof, moi, ce qui me paraissait important, c'était de pouvoir avoir une recherche quand même qui était ancrée sur le terrain. Donc, j'ai travaillé avec toute une série de profs avec qui on a développé des scénarios pédagogiques qu'on a testés en classe et qu'on a raffinés pour créer ce recueil d'activités d'éducation aux jeux vidéo qui n'est pas un manuel, qui est plutôt un recueil d'activités. Donc, c'est une centaine de pages en fait qui reprennent des idées de jeu, la manière de l'utiliser, de les employer en classe, avec tout le mode d'emploi pour l'utiliser. Mhm. Peut-être montrer un exemple concret, ce sera plus parlant. Alors, on va aller on va chercher un exemple un peu rigolo, tiens. On va aller dans un jeu d'horreur. Voilà. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent le Slenderman. Il y a eu des films d'horreur à son propos. C'est un grand monsieur comme ça, de 2 mètres de haut, avec des longs bras, qui apparaît près des points d'eau et qui est réputé pour notamment enlever des enfants, ce genre de choses. C'est vraiment une figure populaire des légendes urbaines. Et ce qui était intéressant, bon, les élèves adorent, les jeunes adorent les films d'horreur, les jeux d'horreur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, dans une approche un peu artistique, c'était de se dire, mais tiens, finalement, comment un jeu parvient à créer ce sentiment de peur? Comment on a peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Et donc, ici, par exemple, vous avez tout le scénario pédagogique qui a été utilisé à cet effet. Et pour chaque scénario, vous avez des Excuse-moi, le documentations. nom du jeu, c'est Cinderman. Slenderman de 8 Slenderman. Pages. Il est ici. Ok. Hop, je vais le mettre. Voilà. Ok. Et donc, du coup, comment le manuel fonctionne? C'est vous avez toujours pour chaque jeu, pourquoi ce jeu? Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser en classe? Vous avez les informations, donc les objectifs pédagogiques, le plan de l'activité, et vous allez voir pourquoi je vous parlais justement du fait de savoir jouer ou pas. Vous avez de la documentation, donc ça, c'est justement toutes des clés de lecture pour étudier le jeu. Donc, vous avez ici la légende, la jeunesse de la légende urbaine du Slenderman, comment le personnage a été nourri par des influences comme le Wendigo, des folklores qui ont été construits, comment certains jeux, par exemple, comment ce jeu a participé aussi, comment le jeu de Slenderman a contribué à la légende urbaine, le matos nécessaire pour mener l'activité en classe. Ça aussi, au début, c'est du bricolage, parce que moi, j'apportais ma télé, des fois ma télé, des fois mes consoles en classe. Et puis, j'ai eu la chance, via les appels du CESEM et d'écoles numériques, de pouvoir équiper en fait mon local avec des consoles de jeux. Donc, on peut aussi profiter de ces appels-là pour choper du matos. Et puis, vous avez tout le plan de la séquence avec des tableaux, par exemple, que vous pouvez mettre sur des TBI, que vous pouvez reproduire. Les maps du jeu. Et donc, pour Slenderman, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait étudié en amont la légende urbaine du Slenderman. Donc, les étudiants avaient dû faire une enquête sur qui est le Slenderman pour faire sa carte d'identité à travers des petits exposés à réaliser. Puis, on a joué au jeu en classe. Et la question, c'était, mais comment le jeu fait peur? Et ce qui était hyper intéressant, c'est de voir que leur peur était nourrie non pas tant par le jeu, mais par la connaissance qu'ils avaient du personnage qu'on avait travaillé en classe. Parce que comme on avait étudié, ils savaient que, par exemple, le monstre apparaissait près des points d'eau, donc ils évitaient, par exemple. Ok. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait, de voir comment nos connaissances, en fait, conditionnent aussi nos expériences de jeu. Et puis, ça a permis aussi d'étudier aussi le jeu. Tiens, le fait, par exemple, d'avoir une lampe torche. Donc, on a une lampe torche qui s'use
au fur et à mesure du jeu, qui s'éteint. Donc, comment la luminosité nourrit ce sentiment de peur. Ici, c'est vue à la première personne qui fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Le fait aussi que le son est particulièrement oppressant. Et donc, à chaque run du jeu, les élèves émettaient des hypothèses sur ce qui nourrissait la peur, et vous avez aussi des exemples du coup de synthèses construites par les élèves. Et ça, Ok. c'est hyper important. Je veux jamais, moi, que mes élèves arrivent à reproduire ma synthèse. L'idée, c'est vraiment de partir de ce que eux produisent. Et puis, vous avez des indicateurs pour voir un petit peu si la proposition a fonctionné ou pas, des variations pour des disciplines différentes. Si on utilise ce jeu dans un autre cours, ça pourrait donner quoi d'iconographie? Et donc, c'est comme ça pour chaque jeu. Et vous avez aussi du matériel qui est directement. Je sais pas si je l'ai mis. Oui, tout à l'heure, tu me montrais, il y avait même des cartes de jeu, c'est ça qui pouvait être, C'est qui ça. étaient déjà Voilà. pré-réalisées Ouais. et qu'on Donc pouvait ici, imprimer finalement. voilà. Ici, par exemple, c'est un jeu My Memory of Us qui met en scène, le voilà, je vais vous mettre avec le titre. C'est un jeu en fait qui parle de la Seconde Guerre mondiale, où on incarne en fait deux enfants qui doivent fuir des soldats robots qui les poursuivent, armée qui est dirigée par le roi robot. Alors le jeu parle jamais textuellement de la Seconde Guerre mondiale, par contre tout est métaphorique. Et donc typiquement ici dans ce jeu, on va faire le premier chapitre avec les élèves sans leur dire de quoi le jeu parle, leur poser la question de quoi parle ce jeu. Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est que il y en a plein, même on a utilisé dans des classes aussi en haute école, il y a plein d'élèves et d'étudiants qui passent à côté du propos. Et d'ailleurs c'est Ok. très drôle parce que quand on parle de Bosch, pour eux c'est un modèle de machine à lessiver. Donc il y a toute une éducation aussi à faire à ce niveau-là. Et par contre, plutôt que de leur dire ce jeu part de la Seconde Guerre mondiale, je viens avec des cartes qui sont là et qui sont un petit peu des informations historiques. Et ce que les élèves Mhm. doivent faire, c'est accrocher une information à un élément du jeu, un élément de décor par exemple, un élément de gameplay. Et puis là, les élèves se disent, mais en fait, ce jeu, c'est pas qu'une histoire d'enfants qui se font poursuivre par des robots. Et petit à Mhm. petit, ils commencent à accéder comme ça aux couches sémantiques qui sont un peu cachés dans le jeu. Mhm. Et donc voilà, et donc Excellent, ça, c'est voilà, bien. c'est du matériel qui est prêt à l'emploi, avec à chaque fois des propositions aussi pour aller plus loin, faire des Mhm. liens avec d'autres médias, des variantes. Voilà. Donc c'est pas du matériel purement prêt à l'emploi, c'est vraiment de la documentation, des outils pour vous aider en fait à construire vos séquences. C'est vraiment en fait, c'est comme si j'avais déroulé ma façon de construire pour que les gens puissent aussi en fonction de leur personnalité, de leurs connaissances, de leurs envies, construire des Mhm. scénarios. Merci mille fois pour ce partage, c'est trop bien parce que ça répertorie à peu près combien de jeux du coup, parce que là on en a choisi quelques-uns. Je pense qu'il y en a 8 ou 9 là. Il y aurait une Donc deuxième on a version chaque qui fois, est... c'est très complet parce que on a chaque fois Ouais, toute la documentation. c'est ça. Vous Ah, il avez y a aussi, Super voilà. Mario? Oui, T'as mis Super Mario? c'est ça. Ici, Ah oui. on a travaillé sur le jeu autobiographique et en fait, il y a un jeune Syrien qui, après le cours de migrant, a, à travers une vidéo, raconté son périple et les épreuves qu'il a traversées. Donc, c'est vraiment une vidéo satirique. Et alors, ce qu'on a fait, c'est on a travaillé toute la dimension autobiographique du jeu vidéo, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux vidéo où les créateurs parlent de leur vie. Par exemple, dans le jeu Céleste, on a les thématiques, par exemple, du combat contre la dépression qui sont métaphorisées à travers l'ascension d'une montagne, la découverte aussi de sa sexualité. On a des jeux, par exemple, comme Brothers of the of Two Sons, qui sont dans ce manuel qui raconte un petit peu comment Joseph Fares, le développeur, a fui le Liban, donc tout ce parcours migratoire. Et après avoir travaillé la dimension autobiographique du jeu vidéo, en fait, les élèves doivent se construire un niveau de Mario autobiographique. Et donc, ils doivent découper les éléments dont ils ont envie et se créer une sorte de timeline de leur vie où ils se racontent. Et donc, par exemple, le champignon, c'est ce qui leur donne de l'énergie au quotidien. Voilà, c'est une façon. Alors ça, j'utilisais aussi en français langue étrangère pour amener justement aussi des jeunes à parler d'eux sans avoir forcément le vocabulaire ou les mots pour le dire. Mhm.
en fait, voilà, c'est un terreau hyper fertile, hein, le jeu vidéo. Puis là, vous avez du coup la biographie du jeune Syrien pour Mhm. vous aider. Là, donc c'est vraiment une veille documentaire. Bah, on parlait de Keep Ah, t'as mis Talking, et Keep Talking and voilà, Nobody Explode. il est là aussi. Voilà, Excellent. il y a de quoi faire, je pense. Ouais, non, c'est vraiment top. Tout grand merci. D'ailleurs, il y a plein de merci. J'espère que tu les vois sur le chat parce que ça enthousiasme pas mal de personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, j'ai vu aussi, peut-être autre aspect, que sur ton blog, que tu accompagnais des personnes pour créer leurs jeux vidéo. Donc, tu peux nous en dire un peu plus? J'avoue que c'était Ouais. un peu de curiosité, peut-être plus personnelle, mais je me posais la question de me dire, est-ce qu'aujourd'hui on est à un moment où finalement on peut créer, tout le monde peut créer un jeu vidéo, c'est facile et on te contacte et on crée son jeu vidéo si on veut en imaginer un, ou c'est peut-être pas aussi simple? Bah, c'est contextuel, de nouveau, hein. Quand j'ai fait ma thèse sur le jeu vidéo, forcément, j'ai commencé aussi mon regard à moi sur les jeux vidéo a changé forcément, et j'ai commencé aussi à développer une sorte, j'aime pas trop le mot expertise, mais en tout cas des outils pour créer des jeux vidéo. Tiens, si on veut créer par exemple un jeu autobiographique, comment on fait? Si on veut par exemple créer un game design expressif, c'est-à-dire une jouabilité qui est chargée de signification, qui a des discours engagés dedans, ou qui vont créer une tension chez le joueur, qui va mettre à l'épreuve son éthique par exemple, comment on fait? Et bah, chemin faisant, j'ai travaillé en tant que consultant pour des studios de jeux où j'intervenais justement dans le processus créatif du jeu. Donc généralement, c'était en phase d'idéation, voire parfois en test de prototype. Et ça, c'était super cool parce que du coup, ça m'a permis, moi, de rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, d'apprendre comment ça fonctionne, la création d'un jeu. Et moi, mon rêve depuis que j'étais gamin, c'était de travailler dans les jeux vidéo. Mais en Belgique, il n'y avait pas d'école pour former Mhm. ça. Et justement, à la Haute École Albert Jacquard, on a lancé l'année passée le bachelier et le master en jeux vidéo, qui forment des développeurs. Et ce qui est trop cool, c'est que bah, ces recherches que j'ai menées, bah, ça m'a permis, avec mes collègues, bah, de créer un programme pour former des jeunes à la création de jeux, mais pas uniquement de la maîtrise logicielle. C'est bah, tiens, comment on conçoit un univers de jeu, comment on raconte une histoire, Mhm. comment on crée du gameplay significatif. Et on parlait de sciences de l'éducation. Ce qui est hyper intéressant et fascinant aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, notamment avec ce qu'on appelle l'UX design, c'est les sciences de l'éducation qui sont un des champs les plus mobilisés. Tiens, quand un joueur doit apprendre à jouer, quand on lui apprend une mécanique de jeu, comment ça fonctionne, pour pas bêtement avoir un tutoriel, comment on crée des situations de jeu qui vont permettre aux joueurs de maîtriser. Tiens, comment est-ce si on travaille sur les interfaces, comment est-ce qu'on positionne les éléments à l'écran, pourquoi on le fait, comment on crée une courbe de Mhm. difficulté. En fait, toutes ces connaissances qui ont nourri le champ de l'éducation sont largement mobilisées dans la création de jeux. Et ça, c'est trop cool. Et aujourd'hui, je suis plus consultant, donc j'accompagne plus des studios de jeux. Ça fait que quelques mois. Parce que j'ai moi-même créé avec des copains mon studio de jeu, et on développe notre premier jeu. Excellent. Voilà. Donc Tu c'est, viendras nous en parler alors. on devrait sortir le premier trailer. Et ça, c'est trop cool parce que quand on me demande, tiens, mais finalement, tu as abandonné tes classes de français en secondaire, et je dis, bah non, en fait, c'est un parcours. On dit souvent que quand on est prof, c'est difficile de faire autre chose ou de sortir. Et finalement, c'est une trajectoire. J'ai adoré mes études pour devenir prof de français. Je chéris encore aujourd'hui les années que j'ai passées à enseigner cette matière à mes élèves. J'ai appris plein de choses d'eux. Et j'ai appris plein de choses aussi sur les jeux à travers ces matières-là. Puis bah, tout ça m'a amené aujourd'hui à créer en fait des jeux et à enseigner les jeux vidéo en haute école. Mais tout ça est nourri du parcours antérieur, et ça, c'est trop chouette. Je repartage peut-être, mais
Je vais le prendre ici. Je vais repartager parce que je rappelle que tu viens de partager donc le lien pour donner accès au cahier d'activités que tu as présenté il y a Mhm. quelques minutes, contenant donc pas mal de jeux avec tous les scénarios, avec la documentation. C'est assez complet. Et donc voilà, je le remets encore une fois dans le chat. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Euh, Gaël, un tout grand merci. Le temps file, il est déjà presque 9 heures. Merci en tout cas d'avoir présenté tout ça. Je pense que ça a suscité pas mal d'intérêt et donc j'espère que certains vont aller piocher là-dedans. Si on veut se former à tout ça, si on est intéressé par tout ça, on veut aller un petit peu plus loin et peut-être comme toi aussi prendre la piste voilà d'autres chemins. Tu as il y a des choses qui sont proposées pour former ces enseignants à l'éducation aux jeux vidéo? Alors j'ai donné une formation IFC justement sur l'éducation aux jeux vidéo, mais ici elle n'est plus organisée pour les raisons que je viens d'expliciter. Par contre, le matériel didactique est toujours disponible, notamment dans ma thèse. C'est pas une thèse compliquée à lire, hein, c'est vraiment du partage d'outils, un peu comme le recueil. Donc si jamais vous vous êtes intéressé par ça, je vous invite à aller simplement lire. Il y a aussi de la bibliographie. Je pense qu'il y a vraiment tout pour démarrer. Et alors pour se former, si vous êtes par exemple parent, c'est simplement jouer déjà avec vos enfants. Mhm. Voyez ce que vous pouvez aussi dire du jeu. Discuter d'un jeu avec son enfant, avec ses potes, avec son voisin, sa voisine. C'est déjà une façon de se lancer et d'avoir une autre posture avec le jeu. C'est aussi être curieux sur le jeu vidéo. C'est aller lire la presse spécialisée, écouter et aller voir des conférences sur le sujet. Voilà, c'est tendre l'oreille, ouvrir l'œil, se lancer, expérimenter. C'est pas un savoir encyclopédique. Le jeu vidéo, Mhm. son pouvoir quand même, c'est qu'on y joue. Et donc c'est par l'expérience en fait Mhm. qu'on se développe. Et heureusement d'ailleurs. Dernière petite question, tu parlais de ta thèse. On y a accès librement. Il y a un lien que tu peux partager C'est sur le par même rapport lien à que ça. je vous ai envoyé. Donc, il y a Ok, dans le lien, il y a deux fichiers. Il y a le manuel ici ok, que j'ai présenté, et puis il y a la thèse, le manuscrit, avec tous les ok, outils théoriques super. dedans. Eh bien, parfait. Bah, écoute, un tout grand merci, Gaëlle, pour Merci ce à toi. partage. Merci à vous pour vos interventions, pour vos questions. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager la vidéo, vous savez qu'elle est libre d'accès. Vous pouvez la partager avec certains de vos collègues si vous souhaitez qu'ils découvrent ce dont on a parlé ce soir avec Gaëlle. Je rappelle que nous, on se retrouve le 26 mars. C'est dans longtemps parce qu'il y a toute une série de vacances qui arrivent maintenant. Dieu merci, il y a les vacances de carnaval qui vont durer 15 jours. Et puis voilà, les dates font que nous nous retrouverons donc un mardi, le 26 mars, pour retrouver les intervenants de Learn to Be qui viendront nous parler de la gestion des comportements en classe. Learn to Be, vous les avez, si vous étiez au festival cette année, vous les avez peut-être rencontrés. Ils étaient présents et ils ont animé une conférence qui a eu pas mal de succès sur justement cette gestion des comportements avec le regard de l'analyse neurocomportementale. On essaiera de nouveau, comme à chaque fois, d'être le plus concret possible, de pouvoir vous donner des pistes sur la gestion des comportements de nos chers élèves en classe. Voilà. Gaëlle, encore mille merci. Je te souhaite une très belle soirée et très belle soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye tout le monde.